bonsoir mesdames et messieurs. Pour des contretemps techniques dus à l'incident de tout à l'heure, nous n'avons pu vous diffuser l'invité du soir programmé pour ce soir, mais nous sommes là pour le débat et nous, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous démarrons la semaine avec des nouvelles pas très guères. L'armée béninoise a subi un coup dur. Il s'agit de la perte de 28 soldats lors d'une attaque officielle près de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. C'est du moins le bilan officiel que nous retenons jusque-là. Ce drame relance le débat sur de potentielles lacunes de notre armée en termes et de coordination, la question de leur préparation mentale et physique ainsi que les moyens logistiques mis à leur disposition dans cette lutte asymétrique. Par ailleurs, la réaction de la CEDEAO exprimant sa solidarité envers le Bénin montre l'urgence d'une réponse collective à cette instabilité régionale. De notre côté, un grave accident s'est produit dans l'après-midi du samedi 11 janvier 2025 à Akpakpa, à Yelawaje. Une explosion du gaz a plongé le quartier dans la désolation. Selon les dernières informations, le bilan est passé à 6 morts. Mesdames et messieurs, voici le substrat des actualités dont nous parlerons ce soir. Et le débat se mènera avec Mohamed Liamidi à ma gauche. Bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir aux téléspectateurs. Et à ma droite, nous avons Alidé Toundé. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et également Théodule Roussa qui nous rejoint sur le plateau du débat. Bonsoir Théodule. Oui, bonsoir Maël, bonsoir le plateau, et bonsoir aux téléspectateurs. Alors nous démalons, voilà que le Bénin, pays autrefois préservé des attaques terroristes, est confronté à une expansion de groupes armés tels que Al-Qaïda et les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. L'attaque meurtrière survenue à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso ayant causé la mort de 28 soldats illustre la montée en puissance de cette menace. Mohamed Liamidi, quelle est votre analyse face à cette attaque? Merci Maël. Je vais d'abord sans doute commencer par m'incliner devant la mémoire de ces vaillants soldats béninois qui sont tombés au front, les armes à la main, tout en honorant leur engagement patriotique, parce qu'ils ont prêté serment de servir fidèlement la nation, de défendre l'intégrité du territoire béninois et donc de défendre la nation partout où besoin se fera. Et donc, ils ont été appelés sur le front de l'espace, le point triple, c'est-à-dire la frontière Bénin, Burkina Faso, Niger, dans cette lutte que le Bénin mène contre le terrorisme depuis, je crois, 2022 où il y a eu la première attaque. C'est dramatique ce qui est arrivé. On s'en désole. C'est le moment donc de présenter les condoléances aux familles de ces soldats qui ont donné leur vie pour protéger la nôtre. La République leur sera éternellement reconnaissant. Nous ne les oublierons jamais. Et nous prenons aussi l'engagement que leur sacrifice ne sera pas vain. Et donc pour moi, l'occasion aussi de souhaiter à nos forces de sécurité, forces de défense et de sécurité, cette composante donc institutionnelle de notre nation, de notre République, puisque l'attaque a eu lieu déjà en début d'année, donc leur présenter leurs vœux pour cette année 2025 et souhaiter que cette année-là que nous entamons soit une année de victoire pour notre armée face aux terroristes. Donc vous me demandez quelle est ma lecture là de ce qui est arrivé. Vous savez, pour moi, les choses sont claires. Nous sommes là
face à une guerre de civilisation. Il y a l'ennemi qui, en face, veut nous imposer sa manière de voir les choses, tout simplement, de mon point de vue, parce que cette attaque terroriste s'est produite le 8 janvier 2025, soit la veille donc du début des festivités et des Vodun Days, donc qui a donc débuté le jeudi 9. Et pour moi, il n'y aurait pas de hasard, il n'y a pas de hasard dans ce calendrier. Leur idée, dans leur idéologie, c'est qu'ils veulent nous décourager. C'est la lecture pour moi la plus évidente que je puisse faire, parce que c'est pas, pour moi, ça ne répond pas d'un hasard de calendrier. Nous avons décidé de nous révéler au monde grâce à notre culture, à ce que nous avons d'identitaire, ce qui nous fait nous. C'est ça notre essence. Et eux, ils ont choisi la veille de ce jour pour, à la limite, je dirais, endeuiller cet événement. Et donc, il a fallu pour nous, pour le président de la République, pour le gouvernement et pour tous les organisateurs de ces festivités, de prendre le courage de rester debout pour que notre nation puisse toujours continuer à vivre, parce que les événements, les Vodun Days sont quelque chose de très, très, très important pour l'affirmation de nous en tant que Béninois, et donc assumer ce que nous sommes. Que l'ennemi choisisse alors la veille du début de ces festivités pour nous frapper de cette manière, pour moi, est le signe d'une guerre de civilisation, et nous n'allons pas céder. Nous allons continuer, parce que en réalité, si je me fie au communiqué de l'état-major, la position attaquée fait partie des positions les plus équipées, c'est-à-dire les plus militarisées, où il y a plus d'équipements et plus de moyens. Et donc, pour moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas expert dans la lutte non plus, il peut s'agir peut-être d'une différence au niveau du renseignement. Et nous n'avons pas de satellite, nous n'avons pas de moyens au-delà de ce que nous avons déployé là, d'où la nécessité de coopérer avec ceux qui ont ces moyens-là. Donc, pour moi, c'est une bataille qui est perdue, mais la lutte continue face à ces ennemis de la République qui ont décidé de semer la terreur. Nous devons, pour moi, rester unis, faire front uni derrière nos forces armées qui, depuis la première attaque survenue en 2022, ont décidé de rester sur le front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Et à ce jour, c'est-à-dire, je crois, 3 ans après, aucun centimètre carré de notre territoire n'a été concédé à l'ennemi. Ça veut dire qu'ils sont en position, ils vont redoubler d'ardeur, et nous allons rester derrière eux pour que le combat contre ce mal, qu'est le terrorisme, pour que le combat puisse continuer. Et d'entrer, déjà, j'invite tout le peuple béninois, toutes les composantes de la nation. Ce n'est pas le moment d'aller au chamail. Chamail inutile et intéressé, comme dirait le président de la République. Parce que si nous devons aller à cela, nous allons chercher qui est fautif, qui a fait ci, qui a fait ça. Or, le gouvernement n'a pas cessé de s'employer à déployer tous les moyens qu'il faut pour que la lutte puisse se mener. Donc, pour moi, c'est le moment de rester unis, de faire front uni derrière nos forces armées pour que la lutte puisse continuer et pour que nous puissions l'emporter sur l'ennemi. Alors, Halidé Ntoundé, nous avons écouté de long en large Mohamidi développer son analyse. Selon lui, il s'agit d'une guerre de civilisation où l'ennemi cherche à passer un message, surtout quelques jours, on va dire quelques heures après les manifestations des Vodun Days. Portez-vous le même regard? Je vais dire que je suis d'une part d'accord avec mon confrère, puisque, comme il a dit, c'est un incident qui s'est produit à la veille des Vodun Days, et ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. L'État islamique a toujours décidé de promouvoir sa religion à elle, donc à lui, pardon. Donc je pense que c'est déjà une guerre de civilité, comme il a dit, et cela peut s'expliquer par le fait que le Bénin soit une nation qui soit limitée
par des nations aussi où la menace terroriste est tout aussi palpable. Nous avons à côté le voisin du Burkina Faso qui subit régulièrement des attaques terroristes. Nous avons également le Niger qui n'est pas totalement épargné, sans oublier le Nigeria qui a Boko Haram sur son dos. Donc cela peut s'expliquer clairement. Et l'État islamique, dans une vidéo qui avait été publiée il y a de cela quelques mois, avait manifesté sa volonté d'étendre son hégémonie sur la plupart des pays qui se situent dans le Sahel. Donc je pense plutôt que c'est déjà une guerre de civilité. Je ne vais pas forcément revenir sur l'équipement béninoise. Je pense que nous sommes en train d'avoir ce qu'il faut. L'armée chinoise a décidé de nous offrir quelques drones il y a de cela quelques jours en arrière. Je pense que c'est un corps qui est en train de se construire petitement. Je pense que dans les années à venir, nous allons pouvoir contenir la menace terroriste. Alors Théodule, donc ça, un corps qui se construit petitement, mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Oui, merci Maëlle. Avant de continuer, je voudrais revenir sur la toute première question que vous avez posée, revenir un peu sur les analyses, surtout par rapport à la coïncidence de calendrier. Moi, je dis, ce qui s'est passé, ça c'est mon analyse, et chacun est libre de comprendre, d'analyser à sa manière. Ce qui s'est passé mercredi dernier, pour moi, n'a vraiment aucun rapport avec les Voodoo Days. Et ça, c'est mon analyse. Et c'est ma façon de voir les choses. Il n'y a pas de relation, ce n'est qu'une coïncidence. C'est-à-dire que nous sommes clairs, nous sommes conscients que nous sommes sous la menace des terroristes au quotidien. Et nous voyons l'effort que le gouvernement est en train de faire en envoyant, en déployant et moyens humains, matériels à ces endroits-là. Nous avons lu dans le communiqué du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Le Gominant, qui a précisé que d'ailleurs la zone attaquée, Karimmoment ou Ouda, de Karimmoment, qui est le point central entre ces trois pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, constitue une base principale la plus militarisée, et là où il y a eu déploiement de gros moyens pour protéger. Certainement que, vous savez, les djihadistes ou le groupe qui a revendiqué l'opération est aux aguets. Carrément est un point central. Vous savez, tout ce qu'il y a eu, s'il faut compter le nombre d'attaques terroristes qu'il y a eu en direction du Bénin, car il y a eu beaucoup d'attaques à Carrément, où classe incendiée, poste de police incendiée, etc., enlèvement, etc. Ça vous dit que, au fait, pour moi, je trouve que c'est une coïncidence de calendrier. Les gens ont fait leur programmation, ils ont eu peut-être des renseignements que peut-être c'était le moment pour eux d'attaquer ce poste-là et d'attaquer pour avoir, en fait, je dirais, gain de cause entre griffes, avoir le résultat qu'ils auraient souhaité. Et donc, ça, c'est mon premier point de vue. Ne l'ayons pas, sinon, on risque de dramatiser, de passer à côté de l'événement que nous avons eu. Le Vaudou Day, ce n'est pas la première édition. C'est vrai qu'au quotidien, les terroristes réfléchissent comment attaquer le Bénin et sous cette menace il y a très longtemps. Si ils ont trouvé comme point d'ancrage, c'est-à-dire cette zone qui relie le parc du W et le parc, en tout cas la zone qui relie le Bénin au Burkina Faso, moi je pense que on ne devrait pas, je pense qu'il ne faudrait pas, entacher tout ce qu'il y a eu comme manifestation ces 3 jours ou même plus d'événements de l'autre côté de Ouida. Ce n'est qu'une coïncidence. Et ça, c'est ma lecture. Alors, quand vous dites qu'est-ce qui s'est passé, vous allez constater que le chef de l'État, au cours de son discours, le 20 décembre, a reconnu que oui, il y a un travail. Il y a un travail à faire. C'est le seul point que le Bénin n'a pas encore réussi à maîtriser. Parce qu'au quotidien, nous comptons des morts. L'attaque du mercredi est la plus meurtrière. Depuis, nous n'en avons pas eu autant. Plus de 28 qui sont décédés. Et là, nous saluons la mémoire de ces vaillants hommes qui sont partis à la main pour défendre la patrie. Oui, c'est une perte pour le Bénin. Et comment faire?
vous allez constater, et nous l'avons eu dans la grande édition tout à l'heure, que le chef d'état-major a convoqué le haut commandement militaire pour réfléchir à comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour contenir ces attaques désormais. Oui, c'est de l'autre côté, ce sont des djihadistes, ce sont des groupes armés qui n'ont pas eu la formation qu'il faut, je suppose. Et c'est des gens qui se sont prononcés, qui ont voulu aller, c'est-à-dire travailler du côté de Al-Qaïda ou du groupe qui a opéré. De l'autre côté, ici, nous avons le haut commandement des militaires qui ont reçu des formations de guerre, qui ont été formés pendant plusieurs années. Et pour de telles situations, donc, regrouper, je crois qu'il doit y avoir un plan en tout cas, pour contrecarrer ces attaques désormais, pour qu'on ne compte plus de morts. Le chef de l'État l'a dit dans son discours qu'au quotidien, le Bénin est en train de travailler, avoir les moyens qu'il faut, le matériel qu'il faut pour contrecarrer tout ça. Et je salue également l'apport, le soutien des États-Unis, de la France et de la Chine à nous accompagner dans cette lutte. Vous savez, ça ne peut que être... Les gens sont en train je dirais, profiter de la situation où, disons-le, le Niger et le Burkina sont en train d'accuser le Bénin d'être le refuge, ou bien de donner place, de donner place aux djihadistes, aux terroristes d'attaquer le Niger. Mais voilà que nous sommes attaqués. Est-ce que celui qui héberge entre griffes des terroristes peut être attaqué? C'est la question. Merci à vous, Théodule Roussa. Mohamed Yamidi, je reviens à vous. À l'idée tournée, Théodule Roussa le disait, les Chinois accompagnent d'une manière ou d'une autre la formation de nos forces armées, mais est-ce qu'ils sont vraiment préparés en termes d'équipement à ce type de guerre? Vous savez, je ne suis pas aspect militaire, mais pour moi, la question ne devrait pas se poser. Parce qu'en réalité, la menace terroriste, elle existait depuis. Ce n'est pas le jour de la première attaque que nous avons pris conscience de ce que ça pourrait arriver, que ça pourrait nous frapper. Si vous lisez, c'est bien avant que les renseignements indiquaient que la menace, elle est de plus en plus imminente. Mais 2022, on est passé de la menace à la réalité, c'est-à-dire que l'attaque est devenue, le terrorisme est devenu une réalité ici. Et donc, à partir de ce moment, l'armée s'est déployée avec les moyens qu'elle a. Et depuis ce temps, le gouvernement ne cesse d'apporter ce qu'il faut, en tout cas avec les moyens disponibles, et bien sûr aussi en cherchant des coopérations, un peu comme ce que nous avons avec la France, avec les États-Unis, avec la Chine, où ils sont en train de nous aider pour essayer de contenir ce mal. Cela va se faire progressivement parce que qui dit coopération, qui dit aide, ne veut pas dire qu'ils vont se substituer à l'État pour pouvoir donner les moyens qu'il faut à la place de l'État. Et au même moment, vous savez, il n'y a pas, c'est vrai que c'est une menace, mais au même moment, il n'y a pas que ça. On ne va pas tout arrêter au nom de la lutte contre le terrorisme et ne s'occuper que de ça, alors qu'il y a bien sûr d'autres problèmes aussi dans la République. C'est ça en fait la chose. Et quand vous êtes un État sérieux, que vous êtes confronté à une situation comme ça, vous devrez, c'est-à-dire que comme le gouvernement le fait, et pour moi c'est l'occasion de reconnaître le mérite de ce gouvernement, malgré cela, on ne peut pas dire, si on fait le point de 2022 à aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelque chose n'est pas fait. Il est évident que nos forces armées ont acquis les moyens, ont eu plus de moyens, que le gouvernement a mis les moyens à disposition pour qu'ils puissent avoir le matériel. Même si ce n'est pas encore au top. Mais c'est une lutte continue. La question du terrorisme, je vous ai dit que c'est une guerre de civilisation. Ça ne va pas s'arrêter en 2023, en 2024. C'est vrai que nous sommes en train de chercher les moyens pour contenir. Mais il va falloir aller ensuite par anticipation. Et donc, ça va être quelque chose de contenu. Les États, même les États développés, ou du moins les États qui ont connu plus d'avancées, les plus développés au monde, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Belgique, ils continuent de faire face à la menace terroriste et de gérer. C'est pas parce qu'ils sont moins équipés que nous, mais il y a des frappes sur ces territoires-là. Le terrorisme continue de les toucher. Donc, la question pour moi du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas que
le matériel. Ce n'est pas que les ressources humaines, c'est aussi la question du renseignement stratégique. Et d'ailleurs, même avant de faire une opération, avant de faire quoi que ce soit, le premier, c'est-à-dire que ce qui est fondamental d'abord, c'est d'abord le renseignement. Et Dieu sait que ça demande beaucoup de moyens. Et les moyens, les technologies les plus avancées pour avoir ces renseignements-là, nous ne l'avons pas. D'où l'intérêt d'aller à des coopérations avec les pays développés pour qu'ils puissent nous aider sur ce plan-là. Mais on regarde tout cela, qu'en est-il de la formation psychologique du soldat lui-même? Vous savez, avec l'engagement du... vous me permettez de le dire comme ça, hein, déjà, quand vous êtes militaire, on vous prépare à ça. Non seulement ça peut être avec vos semblables, ou que vous pouvez être amené à, comment on appelle, donner ce sort funeste-là à l'ennemi, à quelqu'un d'autre. Donc, la question de le rapport du soldat avec la mort, je ne dirais pas que c'est quasi établi, mais le fait même de porter la tenue, le fait même de dire, de servir sous la tenue, c'est quelque chose qui est à la limite psychologiquement établi. Et avec l'engagement de notre pays depuis 2022 sur ce front-là, la question de la lutte contre le terrorisme, alors là, le rapport du soldat béninois ou de nos soldats à la mort, la question de ce rapport-là se pose. Et quand ça se pose comme ça, c'est pour répondre à votre question, ce n'est pas que le soldat, parce que lui étant formé, ça fait partie de sa formation. À la limite, ce que nous dirons ici, on appelle ça les risques du métier. Et donc, vous voyez ça comme ça. Et donc, c'est pas que le soldat. Donc, psychologiquement, je peux le dire, mais seulement que personne ne veut aller dans l'espoir de périr. On veut toujours y aller et gagner et triompher et revenir vers les siens. Donc, cela étant, toujours est-il que, quelle que soit la manière dont on peut s'apprêter à affronter la menace, et on ne va pas dire que l'on souhaite que ça se passe mal, on va toujours souhaiter que ça se passe bien. Donc, quelle que soit la préparation psychologique qu'il peut avoir autour de ça pour le soldat, je pense que cette question restera toujours à élucider. Alors, Halidé Toundé, qu'est-ce que vous dites, vous, de la préparation psychologique de nos soldats, de nos militaires à affronter la mort, à se préparer pour elle? Je pense que c'est tout aussi nécessaire que la formation en elle-même, puisque d'abord même avant d'intégrer le corps armé, c'est que vous estimez, si vous décidez d'intégrer le corps armé, c'est que vous estimez que vous avez les rudiments nécessaires. Vous avez d'abord la volonté de mourir pour votre patrie. Donc déjà, même l'individu psychologiquement, il se prépare d'abord avant d'intégrer le corps. Maintenant, au niveau de la formation psychologique, je pense que c'est tout aussi nécessaire parce que à un moment donné, il faut faire face à une grande frayeur. On l'a dit tout à l'heure, la menace terroriste plane sur le Bénin depuis très longtemps. Donc, ça ne va forcément pas donner envie à certains jeunes qui, depuis le bas âge, aspiraient faire carrière dans ce corps-là. Donc, je pense que déjà à ce niveau, il faut les préparer, il faut les outiller mentalement et les préparer à la mort. C'est des gens à qui on doit inculquer une certaine éducation pour les faire comprendre qu'ils peuvent périr à tout moment. Maintenant, ils n'y vont pas, comme le disait Mohamed tout à l'heure, pour périr justement. Donc, c'est pour cela qu'il faut chercher, que ça soit d'une manière ou d'une autre, à outiller ces gens-là pour qu'ils fassent à la menace qui plane sur le Bénin depuis très longtemps en termes d'équipement. Il faut également les outiller, la formation, il faut redoubler la formation aussi parce que je pense qu'il y a quand même du chemin à faire. Si le Bénin étant un pays de paix, étant resté un pays de paix pendant très longtemps, contrairement aux autres pays qui étaient habitués d'une manière ou d'une autre à la guerre, faire face à une menace aussi dangereuse, je pense que le Bénin est encore à pied d'œuvre pour faire face à une telle menace. Donc, le mieux, c'est de travailler, former et aussi continuer par outiller ces soldats en termes d'équipement. Il faut convier vers le Bénin les équipements assez sophistiqués. Il y a des drones qui sont un peu partout aujourd'hui pour permettre à l'équipe de renseignement de capter la position de ces terroristes-là. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire en termes d'équipement et en termes d'accompagnement psychologique. Il faut beaucoup plus appuyer. Alors, Théodule Roussa, à vous également, je pose la même question. La préparation psychologique des militaires face au risque de la mort est-elle suffisante? Je crois que si j'ai peut-être, moi, la chance d'avoir un papa ancien commando parachutiste de l'armée française, avant de venir à l'armée béninoise, et j'ai vu ses anciennes photos, paix à son âme.
j'ai vu ces anciennes photos et j'ai eu la chance de lui poser beaucoup de questions concernant tout ceci. Et il m'a dit que ça fait partie des points essentiels au cours de la formation. Vous êtes préparé psychologiquement. Et ça se passe au quotidien. Au quotidien et bien d'autres choses encore. Et moi-même, personnellement, j'ai eu la chance de suivre ce qui se passe un peu de l'autre côté de Pouembeleke. C'est émouvant. Ça donne l'impression d'être difficile, mais il y en a qui tiennent. Beaucoup ont pris par là. Et j'ai eu la chance également de voir des jeunes engagés, des jeunes formés qui sont prêts à être, je dirais, livrés, entre griffes, c'est-à-dire mis au service de l'armée, des forces armées béninoises qui ont été formées. Et un jour, plusieurs fois déjà, j'ai eu à couler des larmes parce qu'il y a une chanson qu'ils ont entonnée. Et si vous le permettez, je voudrais entonner le chant pour ceux qui ont suivi, il dit « Oh papa, je vais dans la mer, oh maman, je vais dans la mer, s'il arrivait à mourir au champ de bataille, pas de souci, on se verra. » Mais quand c'est dit, ils étaient plus de 300, 400 à chanter à l'unisson. Ça fait pleurer, ça fait couler des larmes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui sont préparés psychologiquement. Si, à la fin de la formation, vous venez, des autorités viennent, les parents viennent, des amis viennent, et ils vous entendent, ça, c'est pour vous dire qu'ils sont préparés psychologiquement. Donc, affaire de préparation psychologique, ça se fait au quotidien. Et la formation est actualisée, Maël, au centre de formation de Britannique Bembereke, parce que, par le passé, il n'y avait pas ces menaces d'attaque djihadistes. Mais aujourd'hui, c'est une réalité que les forces armées, je crois, ceux qui sont dans les pays sous menace, sont en train d'intégrer au sein de leur formation pour leurs éléments, leurs forces armées. Je crois que pour la formation, moi, je n'ai pas de doute. Et c'est la réunion convoquée aujourd'hui, ce lundi par le chef d'état-major, me dit oui, Mamen a dit oui, ça c'est une sécurité coproductive dont nous parlons et qu'on appelle de tous nos voeux, pour que chacun, puisque autant qu'ils sont, c'est des gens qui ont reçu des formations peut-être aux États-Unis, peut-être en Allemagne, en France, etc. Chacun a reçu, même en Asie, dans les pays asiatiques. Maintenant, venons, réfléchissons à ce qui se passe, parce que les djihadistes ne peuvent pas être plus forts qu'un État. Ce n'est pas possible, à moins qu'il y ait d'autres sous-entendus. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que oui, le Bénin a toujours les moyens de toujours contrôler et s'efforce au quotidien à acquérir les moyens pour faire face à cette menace qui, moi, je dis, il faut vraiment l'accentuer. Heureusement que le gouvernement est à pied d'œuvre. Et moi, je dis, vérifions ce que nous avons à l'intérieur. Parce que quand je vois certaines personnes circuler, je l'ai dit, je le redis encore, pour que nos villes, l'attaque ne vienne pas dans nos centres-villes, parce que moi je vois des gens circuler pour dire qu'ils sont même dans les coins reculés du Bénin, pour dire qu'ils sont en train de vendre des choses que les populations vont payer mensuellement ou de façon hebdomadaire. Ce sont des trucs, moi, ça depuis quelques années, ils sont là en train de circuler, même prêts à acheter des motos chez des motos deuxième main, chez des mécaniciens. J'ai dit, ça c'est suffisamment grave. Il faut que le service de renseignement, le haut commandement militaire fasse un travail dans ce sens, des enquêtes soient faites pour qu'on ne soit pas surpris. Je vous sens, voilà. Ajuster peut-être et dire quelque chose, c'est bon, je ne vais pas philosopher, parce qu'il y a la philosophie, il y a aussi la religion, qui font aussi partie intégrante de ce qu'est l'homme et de ce qu'il vit. Parce que tous, autant qu'ils sont, ces militaires, ces hommes qui décident de servir leur pays, ils ont une foi, ils ont une croyance, ils croient en quelque chose, et ils ont une philosophie. Et vous savez, c'est pour le dire ainsi, la mort fait partie de la vie, aussi bien de la vie pour nous les civils que de la vie pour les militaires. Et c'est finalement peut-être une forme de consolation qui nous préserve
de la négation totale que de le penser ainsi, et donc que de penser que ça fait partie du métier, et donc que de voir que le fait de servir son pays à ce niveau-là, et quitte à ce que si ça arrive qu'il tombe les armes à la main sur le front, comme ça, c'est peut-être pour eux aussi une manière de entrer dans l'éternité. Et en le prenant de cette façon, ça peut peut-être revenir à ce que j'appellerais une consolation, et qui nous amènerait à penser que peut-être que la mort ou la vie d'un soldat et qui a décidé donc de servir son pays n'est peut-être pas grand-chose. Alors, je m'en vais vous poser la question, quelle est la responsabilité du gouvernement dans la protection des soldats envoyés en zone de conflit? À mon avis, elle est toute simple, la réponse, la responsabilité du gouvernement. Vous savez, le gouvernement ne se substituera pas à l'état-major. Les soldats, les militaires, ils ont un commandement qui répond simplement du politique qui dirige. Donc, le rôle qui est celui de l'État, qui est celui du gouvernement, c'est de mettre les moyens que jugent nécessaires et opportuns ceux qui ont le commandement de l'armée par rapport aux menaces auxquelles nous faisons face et par rapport aux ambitions de souveraineté et de sécurité que sont les nôtres. Et chaque fois que le gouvernement, que les dirigeants, c'est-à-dire que politiques qui coiffent donc cette hiérarchie militaire, s'emploieront à faire ce devoir qu'elle leur a donné, ce qui est nécessaire en fonction aussi de ce qui est disponible pour assurer ce rôle-là qui leur revient. Je pense qu'ils font déjà ce que la Constitution les oblige à faire et ce que la nation tout entière attend de ses dirigeants. À l'idée Toundé, le gouvernement fait déjà ce qu'il faut. Vous êtes de ce même avis? Justement, le gouvernement est en train d'œuvrer pour la protection des civils. Déjà, je veux prendre exemple sur le 1er août dernier, on a vu défiler des aéronefs, on a vu défiler des véhicules blindés, on a vu défiler également des forces parachutistes qui sont bien aguerries pour assurer la sécurité de notre chère nation. Je pense que l'État est en train de faire le nécessaire. Je pense que pour le moment, c'est insuffisant. Je pense qu'il faut continuer sur cette lancée-là, puisque la menace terroriste a ébranlé des nations militairement plus fortes que nous, à l'image du Nigeria, le Burkina Faso et même le Mali. Donc je pense déjà qu'il faut commencer par prendre appui, prendre des exemples sur les grandes nations comme la Chine, qui sont assez outillées en termes d'équipement militaire. Et aussi, je pense que d'ici quelques années, tout ira bien. Alors, Moussa, est-ce que ce n'est pas le moment, tel que le dit Alédé Tounda, de renforcer la coopération avec les pays à l'international afin de lutter efficacement contre cette... Oui, le haut commandement, d'abord le chef d'État, le chef de l'État, le chef suprême des armées et le haut commandement militaire sont conscients de la chose, puisque c'est une menace. On a vu on entend et on observe ce qui se passe dans les autres pays. Et quand vous êtes attaqué, vous avez des menaces et vous êtes attaqué une fois, c'est dire que, attention, il y a un maillon qui est faible, il y a une faiblesse qu'il faut forcément corriger. Corriger cette faiblesse, c'est forcément nouer des relations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le terrorisme, c'est un grand réseau, c'est un gigantesque réseau que les pays s'évertuent au quotidien à combattre. Mais moi je dis, oui, si véritablement les pays, et même ces pays qui disent soutenir, veulent vraiment qu'on finisse avec le terrorisme, on y arrivera. Et ça, c'est clair. Parce que n'oubliez pas que tout ça se passe juste après la mort de Kadhafi que cette histoire a commencé. Et oui, il faut le dire. Un groupe djihadiste ne peut pas être plus fort qu'un État ou des États ou toute une communauté. Et je crois que, oui, au plus haut niveau, les États sont informés et on travaille au quotidien à avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir contenir le mal, mais de très grands moyens alors, et qu'il y ait une volonté réelle qui accompagne ces moyens mis à disposition pour combattre le terrorisme. Alors, Mohamed Ali Hamidi, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer l'équipement de nos soldats et militaires sur le terrain? Je pense que le gouvernement continuera de faire ce qu'il est en train de faire déjà depuis 2022, que nous avons connu la première attaque terroriste. Et vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur le budget de l'État à partir de 2022, 2023, 2024 et 2025 pour voir la part du budget consacré
à la défense. Et quand vous regardez ça, vous allez comprendre que le gouvernement ne cesse d'accroître ses efforts dans le sens de cette lutte-là contre le terrorisme. Et l'autre chose qu'il faut préciser, en tenant compte de ce que ces attaques que nous connaissons se passent au niveau de nos frontières nord, ça veut dire que le Bénin se retrouve à faire face à, comment je vais dire, à une obligation qui devrait être celle des 3 pays qui sont concernés. Parce que l'effort que nous faisons ici pour contrôler nos frontières, étant donné qu'ils viennent de là-bas pour venir nous attaquer ici, si les autres pays également concernés par le point triple faisant autant d'efforts, je pense qu'on pourrait mieux contenir la menace terroriste. Malheureusement, aujourd'hui, avec les événements qu'il y a eu, les coups d'État successifs, les choses se passent comme elles se passent. Nous n'allons pas abdiquer, nous allons continuer par faire ce que nous devons faire. Je parle du pays, je parle du Bénin, bien sûr, en espérant que sur le long terme, nous finirons par l'emporter sur l'ennemi. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas que des militaires à parler. Nous parlons également d'un autre incident à Yelawadje, à Akpakpa, suite à l'explosion d'un gaz survenu dans cette zone. Les autorités ont souligné que l'incident, ou je vais dire l'incendie, était lié à une mauvaise gestion des installations de gaz en secteur souvent marqué par des pratiques peu sécurisées. Alors, voici un autre cas d'incendie, je vais dire, oui, d'incendie. Ma première question s'adresse à vous, Alidé Toundé, qui est principalement responsable des explosions liées au gaz, les opérateurs, les autorités ou les usagers. Je pense que la responsabilité, elle est partagée. Ainsi, déjà, en tant qu'individu, avec une conscience, je sais reconnaître un élément dangereux et que par erreur ou bien par mégarde, je décide d'abriter cet élément-là et qu'un incident se produit après, cela voudra dire que je suis tout autant responsable. Maintenant, de la part des autorités, je pense que c'est le moment d'intensifier peut-être les contrôles parce que ce sont des contenus qui ont pris par la frontière pour intégrer notre nation. Si le contrôle avait été régulé, si le contrôle avait été bien assuré à ce niveau-là, je pense que ces contenus-là ne seraient pas entrés dans le pays de manière anarchique et mis à la disposition d'un citoyen lambda. Je pense qu'il y a déjà des décès. C'est le moment de sévir. Il faut récupérer les contrevenants, sanctionner pour servir d'exemple aux autres. Voilà. Alors, Doudou Ronset, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de problèmes d'installation? Oui, je crois que la responsabilité, elle est partagée selon moi. La responsabilité est véritablement partagée parce que quand on en arrive à de pareilles situations où c'est par erreur, c'est-à-dire une fausse manipulation qui a de ces, je dirais, des bonbonnes de gaz, des produits merci, voilà, c'est le mot que je cherchais, des produits inflammables. Je crois que, oui, d'abord, la responsabilité revient à ceux qui les ont chez eux ou au niveau de ces magasins-là. Oui, nous savons que il n'y a pas ce jour-là où nous nous lisons, il n'y a pas eu il manque pas de sensibilisation du côté d'abord des sapeurs-pompiers. Je crois qu'ils ont sillonné plusieurs services, même dans des maisons, mais aujourd'hui, avec l'avènement des portables Android, etc., il y a de ces informations qui passent par rapport à la dangerosité de ces produits que nous gardons chez nous. Nous devons en être vraiment sensibles et toucher et nous sentir responsables d'éventuels déconvenus que cela pourrait causer. Mais puisque nous sommes dans le style, dans la recherche effrénée de gains, de l'argent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'activité, nous allons, et oui, on en vient à cela. Oui, je dis avec les autorités, oui aussi, mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne va pas, quand le contrôle sera rigoureux, et c'est vrai, il faut que le contrôle soit rigoureux pour protéger, parce qu'il s'agit de protéger la vie des populations. La vie, elle est très chère. Elle est très chère. Est-ce qu'en voulant vraiment sévir, que les autorités, les forces de l'ordre
cherche à véritablement sévir, est-ce que ce ne serait pas nous, les mêmes populations, qui vont commencer toujours par crier oui, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas d'activité, voilà ce qu'on fait. Autant au fait, d'agitation, de problèmes, je dirais que c'est un phénomène sociologique qu'il faut étudier. Toujours est-il que l'État doit sévir et faire son travail véritablement pour que de ce type de produits qui sont emmagasinés et dans des conditions impossibles, inacceptables, soient véritablement interdits. Parce que là, vous voyez, il y a plus de 6 morts. Il y a eu assez de dégâts matériels. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, nous tendons progressivement vers la fin. Mohamed Liamidi, qu'en est-il alors des mécanismes de contrôle et de régulation du secteur gazier au Bénin? Est-ce que c'est le secteur gazier qui a le problème? Je ne pense pas que par rapport à ce qui s'est passé, et l'incendie là, c'est le secteur gazier. Non, je ne crois pas. C'est un problème, à la limite, je dirais, et de normes dans tout ce que l'on veut faire. Vous savez, s'il y a eu problème, on ne connaît pas encore les résultats de l'enquête. Peut-être on va attendre de savoir. Mais c'est clair qu'il s'est posé un problème de stockage. Il s'est posé un problème de stockage. Et donc, ça veut dire simplement que c'est une question de normes. Les normes n'ont pas été respectées. Parce que quand un magasin, ça part de magasin comme ça, et que ça prend tout le monde, est-ce que ce type d'activité-là devrait se faire là, alors qu'il y a des habitants? Parce que c'est en bas d'un immeuble. Hein. Donc, il y a tellement de contours qu'il faut chercher à maîtriser. Et le fait de vouloir encore régulariser amènera ce que Théodule a dit tout à l'heure, où les gens diront encore, bon, on ne fait que se débrouiller avec ces petits commerces-là que nous avons. Voilà, on ne peut pas se mettre en règle parce qu'il y a ci, parce qu'il y aurait ci, parce qu'il y a. Je pense que quand on comprend maintenant que ça peut coûter en vie humaine, il va falloir que les autorités prennent leurs responsabilités et agissent pour sauvegarder la vie de ceux qui restent encore. Il ne faut pas qu'au nom du profit que veulent faire certaines personnes, que des innocents puissent perdre la vie de cette manière. C'est regrettable. Et c'est sur ces questions que nous mettons fin à cette édition du débat du soir. Mesdames et messieurs, nous avons parcouru la vie des soldats, la vie des militaires, se préparer à la mort. Oui, les débatteurs sont unanimes sur la question. En plus de la formation psychologique, cela doit s'accompagner des équipements et des renseignements pour permettre à ces soldats de pouvoir faire correctement leur travail sur le terrain. Incendie à Yelawadji Akbakba, à qui revient la responsabilité. Bien, c'est une responsabilité partagée. Merci de nous avoir suivis. Vous aurez tout à l'heure le point de 21h. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live et notre chaîne YouTube ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.